Amis de la masse, bonjour, bienvenue sur la chaîne du Doc et dans cette vidéo d'actualité, on va parler des problèmes cardiaques de Cédric McMillan, un bodybuilder dans l'élite du bodybuilding puisqu'il a participé à Olympia et on vient d'apprendre dans une vidéo assez récente qu'il a frôlé la mort à cause d'une insuffisance cardiaque grave qui l'a conduit en réanimation. Et il y a probablement des petites choses intéressantes à tirer de son enseignement. Comme toujours, vous savez, avant de commencer la vidéo, un pouce bleu, un abonnement, ça fait plaisir et ça va préserver mon cœur. Et ça, c'est vraiment le plus important. Bref, dans cette vidéo, on va détailler les problèmes cardiaques de Cédric McMillan. Générique. Bon, avant de commencer la vidéo, comme toujours quand je commente une actualité sur quelqu'un, on va pas parler spécifiquement de Cédric McMillan parce que je ne le connais pas, je n'ai pas accès à son dossier médical et raison de plus, surtout si j'y avais accès, eh bien je n'aurais certainement pas fait cette vidéo pour les raisons évidentes du secret médical. Malgré tout, il nous a posté une vidéo où il explique un petit peu son parcours et ce qui lui est arrivé. Donc je vais rebondir à ce qu'il nous raconte et essayer de vous donner des petites informations parce que vous êtes plusieurs à m'en avoir parler et vous avez l'air intéressé comme toujours pour comprendre l'actualité et les maladies cardiaques. Bref, pour résumer un petit peu la vidéo, en gros ce qu'il nous raconte c'est qu'il a contracté l'infection au Covid après l'Arnold Classic 2020, donc ça fait à peu près début mars 2020, donc au début de l'épidémie, que depuis ça allait plutôt mieux, mais qu'il a commencé à se sentir un petit peu essoufflé, un petit peu plus fatigué qu'à l'accoutumée vers la fin d'année 2020 et le début d'année 2021. Ce qu'il nous dit c'est que son état était bien, il n'avait pas de symptômes particuliers, mais que quand il faisait en fait ses entraînements, quand il a repris la musculation de façon assez intensive pour se préparer à ses prochaines compétitions, en fait il s'est dit quand même c'est vrai que j'ai un peu moins de souffle qu'avant, les entraînements que je faisais qui me paraissaient faciles paraissaient un peu plus difficiles, notamment ce qu'il raconte, le military training, je suppose que c'est une sorte de circuit avec un peu de cardio et de circuit training, donc des exercices qui vont s'enchaîner, donc une composante cardiovasculaire plus importante que simplement de la musculation où on soulève des charges lourdes pendant un temps rapide et ensuite on se repose. Donc le cœur a le temps de récupérer. Là, les circuits de type militaire, souvent c'est l'enchaînement d'exercices et le cœur n'a pas le temps de récupérer. Donc forcément, s'il y a une insuffisance cardiaque qui est en train de s'installer, le cœur va avoir plus de mal à récupérer. Mais ce qu'il nous dit, c'est que lui, il dit voilà, moi j'ai toujours poussé mes entraînements, je me suis jamais plaint, et quand je suis un petit peu plus fatigué que d'habitude, qu'est-ce que je fais? Je m'entraîne plus dur. Et il explique aussi assez simplement, pour lui, l'explication la plus probable à son essoufflement, au fait qu'il se sentait un peu plus fatigué, c'était tout simplement d'avoir repris du poids. Ce qu'il nous dit, c'est voilà, j'étais en off-season, j'avais commencé à reprendre du gras, du poids, du muscle, j'approchais des 300 pounds, donc 300 pounds, ça fait, il faudrait sortir la calculatrice, mais on est à peu près à 130 kg, donc c'est massif, et que ce soit du muscle ou que ce soit du gras, ça aussi on pourrait en parler, ce serait un bon sujet de vidéo. Dès que vous avez du poids à transporter, dès que vous êtes massif, eh bien c'est plus difficile pour le corps, c'est plus difficile pour le cœur, et donc forcément ça peut causer de l'essoufflement, parce qu'il faut, c'est assez schématique, mais il faut transporter toute cette masse, et que ce soit du gras ou que ce soit du muscle, eh bien il faut le soulever. Donc pour lui il s'est dit voilà, c'est simplement le fait que j'ai pris un peu de poids, que je suis en off-season et peut-être que je manque un petit peu de cardio, de conditionnement, mais c'est pas grave, je vais m'entraîner plus dur, je vais pousser mon entraînement et puis ça va tout simplement revenir. Donc ce qu'il me dit c'est que voilà, février, mars, avril, mai, et puis finalement il se sent de plus en plus fatigué, il a de plus en plus de difficultés à respirer et il dit je me sens vraiment essoufflé pour des efforts qui sont on va dire anormaux, et donc début juin il se rend à l'hôpital, il dit je vais faire un petit bilan de santé pour essayer de comprendre ce qui se passe, pourquoi est-ce que je suis essoufflé comme ça, et puis finalement assez rapidement ce qu'il dit c'est qu'en fait il diagnostique une insuffisance cardiaque assez grave. Alors lui il parle de pneumonie dans sa vidéo, mais c'est pas exactement une pneumonie. En fait ce qui se passe c'est qu'il a de l'eau dans les poumons, c'est un tableau d'œdème pulmonaire et ça c'est de l'insuffisance cardiaque aiguë, et c'est souvent en fait le tableau que rencontrent les patients qui n'ont pas de maladie cardiaque connue. C'est tout simplement en fait que la chose, comme elle n'est pas connue, elle va évoluer très progressivement avec des symptômes qui vont d'abord être compensés, donc comme il dit, un peu d'essoufflement, on se dit bon c'est pas grave, je vais faire avec. Instinctivement, les patients vont réduire leur activité parce que dès qu'on a un symptôme qui nous gêne, le corps est assez bien fait, il se dit je vais essayer d'éviter ce qui me donne les symptômes, et donc si l'effort intense provoque des symptômes de l'essoufflement, naturellement les patients, et donc lui en particulier, on va réduire un petit peu les efforts. Donc au final,
final, le corps s'habitue, mais en réduisant les efforts jusqu'à ce que la maladie progresse, il y ait de plus en plus d'eau et une insuffisance cardiaque de plus en plus marquée, que tous les systèmes en fait de compensation qui sont en train de se mettre en place pour essayer de lutter et d'équilibrer au maximum cette insuffisance cardiaque soient dépassés. Et donc on arrive début juin où justement, là globalement, il n'arrive plus à faire 3 mètres sans être essoufflé, il arrive aux urgences et on lui diagnostique sa maladie. Mais c'est sûr qu'une personne qui n'a pas de symptômes, surtout comme il dit après, je suis jeune, je suis en bonne santé, alors je mets la bonne santé entre parenthèses parce que toutes les personnes qui ont une maladie sont en fait des personnes en bonne santé qui ignorent avoir la maladie et ça c'est normal. Jusqu'à ce qu'on n'ait pas un symptôme et un diagnostic précis, on pense tous être en bonne santé et malheureusement, peut-être moi, peut-être vous, j'ai quelque chose qui est en train de se développer et que je n'ai pas encore diagnostiqué. Donc c'est toujours le problème et c'est aussi l'intérêt d'avoir des bilans quand même de santé assez réguliers, pas forcément toutes les 3 semaines, je dis pas qu'il faut être dans l'hypocondrie au maximum, mais une fois de temps en temps, une fois tous les 6 mois, une fois tous les ans si vous n'avez pas de problème, ça ne coûte pas grand chose d'aller voir le médecin, ne serait-ce que pour vérifier que tout va bien et qu'il n'y a pas de symptômes. Parce qu'on peut penser que dès qu'il sent ce type d'essoufflement, et d'ailleurs, autre parenthèse, alors cette vidéo elle est un peu décousue, j'ai pas de plan en particulier, je fais des réactions à chaud, mais c'est aussi l'intérêt, et c'est quand même un peu dommage en bodybuilding qu'il n'y ait pas de médecin de fédération, parce que je pense que dans n'importe quel club de sport, que ce soit même sans forcément parler du football au PSG, où là ils sont ultra suivis, parce que forcément il y a beaucoup d'argent, mais dans beaucoup de clubs de sport, dans beaucoup de fédérations en France ou ailleurs, il y a des médecins du sport, il y a en fait des médecins dans les équipes, en tout cas on peut parler des symptômes à quelqu'un pour avoir un bilan, un diagnostic un peu plus rapide, parce que je pense que si le footballeur il commence à être un peu essoufflé ou que ses performances chutent, il va pouvoir parler à quelqu'un et avoir un bilan sans forcément attendre, là comme il dit, un décembre, janvier, juin, en gros 6-7 mois avec une qualité de vie qui est altérée. Bref, revenons à son diagnostic. Il lui diagnostique assez rapidement donc de l'eau dans les poumons, un œdème pulmonaire qui est de l'insuffisance cardiaque aiguë et c'est quelque chose qui peut malheureusement tuer les gens parce que si vous avez de l'eau qui commence à remplir les alvéoles des poumons, eh bien les échanges entre l'oxygène et le sang ne se font plus, donc en fait le sang ne s'oxygène plus et c'est véritablement, on peut comparer ça à de la noyade. Donc les poumons se remplissent d'eau, lui il arrive à un stade où en fait il ne peut plus du tout être compensé, où globalement il est essoufflé au moindre effort et même au repos, et quand il arrive à l'hôpital c'est un peu le tableau catastrophique de la personne qui globalement si elle avait attendu quelques jours ou une semaine de plus serait morte à la maison en étouffant. Donc il le transporte, alors il parle de l'avoir transféré en avion ou en hélicoptère, donc je suppose que c'était quand même quelque chose d'assez urgent et assez grave, et comme ce qu'il raconte, ils l'ont transféré dans des soins intensifs de cardiologie, où là globalement, eh bien, ils lui ont dit que c'était une insuffisance cardiaque assez grave, ils ont commencé à lui mettre des médicaments pour l'améliorer, mais c'est aussi assez marrant ce qu'il décrit, parce qu'il dit moi je comprends pas, je viens à l'hôpital, je viens juste pour avoir un petit bilan et comprendre ce qui se passe, et là on me dit t'es quasiment à l'article de la mort, ton état est très grave, il va falloir te garder en soins intensifs, alors qu'il dit moi j'avais qu'une envie, c'était de me lever et de dire mais non les gars, tout va bien, tout se passe bien. Et c'est ça qui est très paradoxal, parce qu'il dit du coup que ensuite ils l'ont endormi et que quand il se réveille quelques jours plus tard, il est intubé et que les médecins lui expliquent qu'en fait son cœur est en train d'avoir une défaillance majeure et qu'il est sous ce qu'ils appellent le life support. En gros, je traduis, ça veut dire qu'il a des médicaments par les veines, un peu comme de l'adrénaline, c'est de la dobutamine, c'est un médicament qui permet en fait au cœur de se contracter mieux, c'est un médicament qu'on ne peut utiliser que dans l'urgence et sous perfusion et qui permet en fait de passer le cap difficile. Donc ça aide dans l'insuffisance cardiaque grave réfractaire aux autres médicaments, au cœur à se contracter mieux et à passer un petit peu le cap aigu et à permettre d'améliorer les patients. Donc en gros, c'est ce qu'il nous explique. Il se réveille, il est intubé et globalement son état est assez grave, même s'il est en train de s'améliorer. Et ce qu'il décrit juste avant, quand il dit moi je voulais m'en aller et puis en fait j'ai pas trop compris ce qui s'est passé, je me suis réveillé 3 jours plus tard, donc les médecins ont dû m'endormir, très probablement qu'en fait il était dans ce qu'on appelle un état de choc cardiogénique. Un choc en fait ça veut dire que globalement le débit n'arrive plus à être assuré, que tous les organes sont en souffrance, les reins, le cerveau, les poumons, le cœur, le foie, bref tous les organes, tout le corps est en train de souffrir, parce que si le cœur n'arrive plus à assurer un débit suffisant au repos, eh bien le corps en fait est en souffrance, et notamment c'est probablement pour ça qu'en fait il a été endormi contre sa volonté, c'est probablement parce que dans cet état de bas débit, de choc, eh bien son cerveau était moins bien perfusé, et dans ce type de tableau on peut avoir de la confusion, c'est-à-dire des patients qui en fait, comme le cerveau n'est pas très bien perfusé, on peut dire ça aux gens comme une insulte, c'est ton cerveau n'est pas perfusé, ça veut dire en gros t'es un peu neuneux, mais parfois en fait ça veut pas dire que les gens sont bêtes ou qu'ils sont inconscients, ça veut juste dire que eh bien ils sont confus parce qu'il n'y a pas assez de
de sang qui arrive au cerveau. Donc parmi les patients chez qui ça arrive, il faut malheureusement prendre des décisions parfois contre leur volonté pour pouvoir les sauver, parce que c'est comme si une personne fait une confusion, ne réfléchit plus de façon lucide, il faut quand même le soigner parce que c'est quelque chose de temporaire. Bref, il se réveille quelques jours plus tard et il parle d'une fraction d'éjection d'un cœur qui fonctionne à 10% de la normale. Donc quand on entend ça, 10% de fraction d'éjection, on comprend très clairement quand on fait de la cardiologie qu'il a une insuffisance cardiaque qui est très grave, n'ayons pas peur de le dire, c'est une cardiopathie, alors je sais pas laquelle exactement, mais qui est extrêmement sévère. Et d'ailleurs, le fait qu'il ait fait un état de choc cardiogénique, ça veut vraiment dire que son état était, comme il l'a dit, gravissime, et donc que son cœur en fait était clairement, quasiment en fait presque à l'arrêt. En fait, 10%, ça veut dire que si le cœur, on imagine qu'il se contracte normalement, là en fait le cœur il arrive même plus à se contracter. Bref, heureusement il évolue favorablement, ils arrivent à le sevrer de l'oxygène, du tube en fait, donc de l'intubation, de la dobutamine, ils lui mettent des médicaments pour le cœur et puis finalement il sort et il reprend petit à petit sa vie normale. Ça c'est le premier point. Donc pour conclure cette première partie qui a été assez longue, globalement ce qu'on apprend c'est qu'il a une insuffisance cardiaque qui est grave, qui est heureusement en cours d'amélioration, et concernant la cause, eh bien on n'a pas a priori pas de cause retrouvée. Je suppose qu'ils ont fait un bilan pour chercher les causes les plus fréquentes. Ils n'ont rien retrouvé, ils ont dit ça peut être une séquelle en fait du Covid, de l'infection qu'il a contracté un an plus tôt. Donc c'est possible effectivement quand on n'a pas grand chose à se mettre sous la dent. Maintenant c'est pas non plus la seule cause, parfois c'est simplement des cardiopathies héréditaires qui vont se déclencher. J'aurais pu en parler aussi, mais on peut citer l'exemple de C.T. Fletcher, je voulais faire une vidéo à l'époque, je ne l'ai jamais fait, qui a fini transplanté du cœur. Alors certes on peut dire que d'autres facteurs ont joué, c'est toujours la même chose, c'est une prédisposition génétique, la faute à pas de chance et des facteurs qui vont précipiter. Parmi ces facteurs, vous aurez compris, je veux parler de certains types de produits qu'on utilise dans le bodybuilding à haut niveau, mais aussi parfois certains effets indésirables, notamment de l'hypertension. L'hypertension artérielle peut causer des cardiopathies terminales, même si c'est pas le plus fréquent. Donc c'est pour ça que je dis toujours aux bodybuilders et aux personnes qui font de la muscu ou qui prennent des produits, eh bien faites-vous dépister pour l'hypertension, et si vous en avez, traitez-vous. Une prise de tension, ça coûte pas grand-chose et ça peut sauver beaucoup de problèmes à long terme. Donc concernant la cause, on ne l'a pas, mais très probablement que c'est un mélange de plusieurs facteurs. Maintenant, l'autre point qui est intéressant, c'est quand on se rend compte qu'il a tenu aussi longtemps. Et quand il nous dit j'avais une bonne capacité fonctionnelle, j'étais sportif, j'étais actif, j'avais beaucoup de réserves, et effectivement, ça c'est vrai. Malgré le fait d'avoir une maladie cardiaque sévère, les personnes sportives réagissent beaucoup mieux et tolèrent beaucoup mieux leur cardiopathie, leur insuffisance cardiaque, beaucoup plus longtemps que les personnes sédentaires. Et ça se vérifie toujours. En fait, le fait de faire du sport, quelle que soit la maladie, ça va toujours améliorer les choses et permettre qu'on tolère beaucoup mieux. Si vous prenez deux personnes qui ont le même cœur avec de l'insuffisance cardiaque, où objectivement, on regarde les différents paramètres, l'échographie, on regarde le cœur se contracter, et les deux cœurs sont strictement identiques. Vous prenez une personne qui est sportive et qui fait beaucoup d'efforts, d'activité physique, et vous prenez une autre qui est sédentaire. En termes de capacité fonctionnelle, c'est le jour et la nuit. Il y en a un qui va pouvoir potentiellement aller faire une séance de sport alors que l'autre ne pourra même pas se lever de son lit, et ça se vérifie, alors pas souvent parce que des sportifs avec des maladies cardiaques sévères, heureusement il n'y en a pas beaucoup, il y a beaucoup plus de personnes sédentaires, âgées, etc. Mais dans l'idée, objectivement les cœurs sont les mêmes, mais ça veut bien dire qu'en fait la capacité fonctionnelle, l'adaptation des muscles, du système respiratoire et tout ça, en fait c'est quelque chose qui est conditionné par le sport, le mental aussi on peut le dire aussi, mais ça veut dire que le fait de faire du sport indépendamment des maladies est véritablement quelque chose qui va protéger et qui va améliorer la qualité de vie. Donc ça c'est la deuxième chose. Et avant de conclure et d'aborder le dernier point, l'autre chose qu'il décrit, et ça j'en parle à chaque fois dans mes vidéos, c'est quand il se dit finalement quand je me réveille dans mon lit d'hôpital, j'ai frôlé la mort, qu'est-ce que je fais ? Et en fait, il raconte et il dit la première chose à laquelle j'ai pensé, ça a été ma famille, mes enfants, qu'est-ce que je vais faire en laissant mes enfants si je meurs ? Et la seule chose à laquelle tu penses dans ce moment-là, et toutes les personnes qui sont allées à l'hôpital pour des maladies graves le savent, quelle que soit la raison, on peut dire oui, c'est parce qu'il a fait telle chose, peut-être qu'il l'a cherché, enfin c'est pas du tout pour juger, mais des fois certains commentaires, certaines personnes disent ça, mais indépendamment des raisons, que ce soit voulu, que ce soit quelque chose qui soit arrivé totalement par hasard, toutes les personnes qui sont dans des états graves à l'hôpital, en fait, se disent la même chose, et tout le monde en fait a envie de vivre à quelques exceptions près, et on pense en fait que
bah finalement, il y a beaucoup de choses qu'on pensait être importantes qui ne le sont pas tant que ça et que ce qui reste dans ces moments-là, c'est sa famille, ses amis et en fait, on pense surtout à la santé et puis tout le reste, on l'oublie un petit peu. Et c'est une fois qu'on va mieux et ça va faire la transition avec en fait la conclusion, il nous dit bah maintenant, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je reprends la compétition? Est-ce que je me prépare pour l'Arnold? Est-ce que je me prépare pour un autre show ou une autre compétition? Et il dit bah pour l'instant, je me sens pas encore prêt. Alors, bah, comme je l'ai dit, je ne sais pas qu'est-ce qu'il a exactement comme maladie cardiaque, je ne sais pas comment ça a évolué, mais très probablement que son avenir, enfin je peux me tromper bien sûr, mais son avenir dans le bodybuilding professionnel est fortement compromis parce que ça veut dire qu'avec une maladie cardiaque sévère qui a frôlé la mort et qui a fait un choc cardiogénique, s'il recommence la musculation à haut niveau et tout ce que ça implique pour ne pas mettre de mots dessus, eh bien ça va être assez compliqué et potentiellement le cœur ne va pas le supporter. Donc à mon sens, reprendre la compétition pour Cédric McMillan, ça va être très compliqué. Avoir la musculation en loisir, pourquoi pas, avec certaines adaptations, et ça ce sera à voir avec son cardiologue, on ne peut pas y répondre parce que certaines personnes qui ont des cardiopathies sévères et des insuffisances cardiaques quasiment terminales ne peuvent plus faire de musculation parce que ça reste, même si je dis dans mes vidéos, et j'ai pas encore fait de vidéo là-dessus d'ailleurs, à chaque fois que je me dis je vais la faire, mais ça reste un effort plus important pour le cœur qui doit forcer de façon plus intense pendant un temps plus bref, contrairement au sport d'endurance. Bref, j'espère que cette petite vidéo d'actualité sur le cas de Cédric McMillan vous aura éclairé, vous aura appris des choses et permet de rebondir comme toujours sur l'actualité et de tirer quelques petits enseignements. Comme toujours, si c'est le cas et si la vidéo vous a plu, bah, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, ça fait toujours plaisir, ça soutient la chaîne, etc. Et d'ailleurs j'en profite, merci beaucoup pour les 40 000 abonnés. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait pour ne rien rater des prochaines vidéos. Retrouvez-moi sur Instagram, ledoc.pm pour des petites vidéos d'1 minute sur le sport et la santé. Je crois que j'ai tout dit et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Salut à tous.